Hello à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, encore un illustre invité qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Moi, j'avoue, je connaissais ton nom en suivant un peu Scorpion Masqué, mais je te voyais pas trop, je t'ai pas trop vu en interview et tout. Peut-être que t'en as fait, je suis passé à côté. Mais du coup, voilà, on reçoit Manuel de Scorpion Masqué pour la sortie de Dead Cells notamment. Ça va être clairement le jeu dont on va parler le plus. Euh, la sortie française n'a pas encore eu lieu, je crois, officiellement. Il sort quand, si je vais pas dire de C'est le bêtises. 8, la sortie officielle, c'est le 8, donc dans un petit peu plus d'une semaine, ou à peu près une Ok. semaine. Donc là, il y a principalement les gens qui ont reçu le Kickstarter, mais le grand public n'a pas encore pu le tester à part en festival, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien. Donc du coup, bah, peut-être présente-toi, qu'est-ce que tu fais chez Scorpion Masqué et pourquoi, pourquoi c'est toi que j'ai en interview du coup? Alors bonjour, effectivement, je suis un illustre quasi inconnu, inconnu. Je suis plus en général derrière les manettes que devant la caméra. Et effectivement, j'ai fait quelques vidéos au moment de la campagne Kickstarter pour présenter un petit peu le jeu, mais plus sur la partie anglophone, puisqu'on avait en France les auteurs qui sont bien plus connus que moi, qui est plus aptes à représenter le jeu, qui ont fait quelques vidéos en français. Et voilà, donc moi je suis le chef de studio de Scorpion Masqué, donc je suis le directeur de Scorpion Masqué depuis 2021. Ok. Avant ça, c'était Christian. Scorpion Masqué, c'est un éditeur qui a été fondé en 2006 par Christian Lemay. Donc, on est basé au Québec, à Montréal. Et j'ai Yes. commencé à travailler avec lui en 2015. J'étais le premier employé officiel de Ok. Scorpion Masqué. Jusque-là, il travaillait tout seul avec éventuellement des pigistes. Et tu Et faisais quoi? Tu faisais chef de projet du coup quand t'as été embauché ou t'étais développeur? C'était quoi le... et bien, comme on était deux, on Ouais. faisait beaucoup de choses. On faisait beaucoup de choses. Alors mon poste c'était directeur créatif, donc je m'occupais en priorité de toute la partie graphisme, direction artistique des projets, mais j'étais aussi animateur sur les salons. Ok. Je faisais la pré-prod, plein de choses. Donc après on a eu l'équipe a grossi, on a commencé à avoir des spécialités, donc on a d'autres personnes qui nous ont rejoints pour s'occuper de postes plus spécifiques et j'ai pu me Ok. concentrer plus sur la partie direction artistique et effectivement sur une partie chef de projet que Christian occupait plus au début, puis la compagnie grossissant, c'était de plus en plus de travail de gestion et donc j'ai repris une partie de ce travail-là Ok. et maintenant on a un chef de projet. Donc là j'ai repris la direction et on a un chef de projet dédié qui s'appelle Olivier qui fait ce travail-là. Ok, ça marche. Et donc du coup, bah, on va faire la transition directement avec Dead Cells. De qui est venue cette idée de transposition du jeu vidéo en jeu de plateau? Comment c'est né? Quel a été le travail préalable dessus? Comment ça s'est passé? Explique-moi. Eh ben, en fait, c'est une très vieille idée qui vient même de avant que le jeu vidéo Dead Cells existe, puisque Ah oui, j'aimais beaucoup les roguelites. ouais, Je pense que la première fois que j'ai découvert ça, j'étais déjà un peu en retard sur la vague, mais c'était avec Rogue Legacy. ouais, Là, c'est Halloween, on voit des gens derrière avec des perruques qui passent. c'est normal. Euh, Donc voilà, moi j'avais vraiment l'idée au tout début de me dire comment est-ce que on peut adapter un roguelite en jeu de société. Est-ce que c'est possible et c'est quoi le genre de mécanique qu'on devrait mettre là-dedans. Donc j'avais commencé à jeter des bases d'idées à droite à gauche, mais qui menaient un petit peu nulle part. Ça devait être en 2016, j'imagine, Yes. Donc environ. là, comme un auteur en fait, quelque part. Oui, alors, mais par contre, il y a une grosse différence entre les auteurs et les éditeurs. C'est pas du tout le même métier. Il y a des gens il y a des gens qui arrivent à faire les deux, hein, mais Ouais, ouais, bien sûr. c'est des métiers qui sont très différents. Puis souvent, les auteurs ont des qualités de création et les éditeurs des qualités de développement, on va dire. Ouais, Et bien sûr. donc, c'est exactement, en fait, tu poses un bon point, c'est que moi, je suis pas un auteur. Donc, j'avais Mais t'as commencé eu à presque une démarche d'auteur en fait, j'ai mais l'impression dans qui ce s'est que tu dis arrêté quoi. assez rapidement parce que Ouais, quand j'en étais à ces étapes-là, comme j'avais une idée générale de ce que je voulais obtenir, mais j'arrivais pas à poser des mécaniques qui ouais, bien pouvaient sûr. la supporter, et donc le projet lui-même s'est retrouvé dans un carton pendant
Ouais. quelques mois, pendant un certain temps. Et j'ai découvert Dead Cells, le jeu vidéo. Donc là, je ne veux Ouais. pas dire de bêtises non plus sur les dates, mais je pense que le jeu est sorti en 2017 ou 2018. Donc je pense que Ouais, moi, c'est j'ai il y dû a le un peu plus de découvrir 5 ans, ouais. Ouais, ouais. à peu près à ce moment-là. Et là, ça a vraiment relancé complètement mon intérêt parce que un petit peu tout ce que j'avais commencé à formuler que je voulais faire, je le retrouvais dans le jeu et c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Ouais. Je sais pas combien d'heures de jeu j'ai dessus, mais je suis rendu j'ai pas réussi à finir, mais je suis rendu à 5 cellules de boss. Donc OK. j'ai passé vraiment beaucoup de temps. À chaque fois qu'il y avait un DLC qui ressortait, Ouais, je tu te remettais retournais dessus, ouais. jouer Ouais. encore quelques heures pour découvrir le contenu additionnel. Yes. Et donc dans cette démarche-là que j'avais commencé, ça a été vraiment très important pour moi de découvrir ce jeu parce que tout était là en fait. Ouais. Et beaucoup de choses que j'avais commencé à poser. Et il y en avait même plus parce que Dead Cells, ce que c'est important, c'est pas juste un roguelite, c'est un roguevania. Ouais. Et on va voir que c'est un Dead Cells, le jeu de société, et un Roguevania, et le concept de Metroidvania était quelque chose qui m'intéressait aussi. On n'a pas beaucoup parlé dessus parce que ça aurait rendu vraiment le message confus Ouais. de dire c'est un Metroidvania, c'est un Ouais. roguelite, mais oui, mais c'est quoi? En réalité, c'est les deux, et c'est deux types de concepts qui m'intéressent beaucoup, et comment est-ce qu'on peut porter ça dans le jeu de société? Parce qu'à ma Ouais. connaissance, ça n'existait pas réellement. Non, Il non, y c'est a clair. C'est clair. il y a un jeu de science-fiction qui reprend un peu le concept de roguelike, mais pas de roguelite, mais qui n'était pas très satisfaisant à mes yeux. Et donc, en fait, quand je découvre le jeu vidéo, tous les éléments que je veux sont là, et donc ça me relance dans mon projet, et OK. je commence à poser des idées par écrit et à faire tout un document, en fait. Et à l'occasion de cette discussion, j'ai réimprimé ce document. Je suis retourné voir dedans ce matin qu'est-ce que j'avais écrit à l'époque. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas mis le nez dedans. Et Ouais. puis on pourra regarder des morceaux ensemble si tu le Ouais, veux. carrément. Et donc en fait, à ce moment-là, je pose un concept qui s'appelle juste Rogue, parce que c'est un nom de projet, Ouais. où tout est là. Il y a vraiment des gros morceaux de Dead Cells qui sont repris, qui sont à l'intérieur Ouais. du truc, mais sans que ça soit Dead Cells, parce qu'à cette époque-là, je pense pas forcément avoir OK. une licence. Et Et donc j'embarque Christian un petit peu là-dedans, je lui parle du ouais. concept, et tous les deux on se dit ah ça c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on arriverait à faire ça? Assez rapidement en fait le document est beaucoup sur les aspects évolutif du jeu et le Mmh. concept de roguelite, mais il manque un moteur. Donc Ouais, il y a il pas les manque mécaniques de base, voilà, de il combat et manque tout ça, quoi. le Ouais. combat notamment qui est un gros Ouais. morceau, les mécaniques d'exploration, il y en a qui sont évoquées mais qui sont pas encore fonctionnelles. On travaille un été dessus où on se dit ok peut-être qu'on peut faire ce travail-là. Donc tous les deux avec Mmh. Christian, on pose une base avec un système de jeu de dés et tout, mais qui est pas satisfaisant puis Ouais. qui fonctionne pas. Mais tu Et vois, en t'écoutant, je trouve ça étonnant parce que vous avez une démarche d'auteur. Alors oui, vous êtes éditeur, machin et tout, mais c'est vrai que moi j'ai rarement entendu des éditeurs qui avaient ce genre de démarche de vouloir pousser un jeu, un concept de jeu en amont. Et après, du coup, je suppose que comment s'est fait la transition et la team Kedama, ça a été, vous êtes allé les voir avec ce fameux dossier. Comment ça s'est fait du coup? En fait, quand on sort de cet été où on n'est pas satisfait de notre moteur et de nos éléments mécaniques qui se rajoutent là-dedans, effectivement, Christian profite du SN suivant, donc qui devrait être SN 2019, je crois, pour les approcher, leur dire parce que nous, le truc qu'on s'est dit, c'est si on monte ça, ça va être assez gros. On a besoin de gens qui ont de l'expérience. Hmm. En plus, c'est une équipe, ils sont plusieurs, donc ils sont peut-être capables de se répartir le travail parce qu'il va falloir générer beaucoup de contenu aussi, en Ouais, bien plus sûr. de la Ouais, il y a création beaucoup de d'assets. Ouais. voilà, il y a la création des mécaniques et ensuite la génération du contenu parce qu'une fois que la mécanique est là, il faut le remplir. Et Ouais. il y a quand même quelque chose aussi d'important qui s'est passé qui déclenche ce projet, c'est que entre temps on a fait Zombie Kids et on travaille sur Ouais. Zombie Teens à ce moment-là. On est en train de le finir, je pense. Et donc nous on a déjà on s'est déjà frotté au concept de jeu évolutif sur quelque chose Ouais. de plus petit, et notamment d'intégrer des éléments de jeux vidéo, puisque dans le système de Zombie Kids, il y a des inspirations de certains jeux vidéo sur la façon dont le système évolutif est fait. Et donc on a toute cette expérience derrière et on se dit comment est-ce qu'on peut porter ça sur un jeu plus gros et donc il y a tout ça qui vient ensemble, Hmm. mais on a besoin de quelqu'un et donc on sait que ça va prendre du temps, on sait qu'il va y avoir du contenu
Et on se dit que si on va aller voir eux avec qui on a déjà travaillé, puisqu'on avait un jeu de Antoine Boza qui est La chasse aux monstres, donc Ouais. pas du tout le même genre, un jeu pour enfants. Totalement le même style. Voilà, la même chose, la tranche d'âge est 3 à 5 ans pour donner une idée du truc. On a aussi on a un travail en quoi à cette époque, est-ce que c'était en cours ou est-ce que c'était terminé, mais on avait travaillé aussi avec Corentin et Antoine sur Mia London. Ok. Ouais, donc vous Donc avez déjà voilà, l'habitude. Ouais. on les connaissait. Théo, ça a été notre chef de projet quand il travaillait chez Yellow et que Yellow était notre distributeur. Ok. Donc voilà, et on avait aussi un jeu avec Ludovic qui est C'est pas faux. Donc voilà, on avait Ouais, déjà vous travaillé connaissez tout avec. le monde Voilà, on avait individuellement. travaillé avec tout le monde plus ou moins Ouais. individuellement, on les connaissait bien et on s'était dit, ben voilà, c'est des gens d'expérience, ils ont une équipe complète, c'est peut-être les bonnes personnes pour ça. Donc Christian les a approchés lors de SN, ils ont été vraiment super intéressés par le projet. Donc Et c'était ils pas ont Dead Cells encore pour le coup. C'est c'était pas ça. Dead Cells, Hmm. c'était vraiment ce projet avec un nom de code Rogue Ouais. Ouais. qui était juste un projet de roguelite. Ils sont repartis avec le dossier, avec des idées, et puis c'est là que ça a commencé et qu'on a commencé à échanger et à travailler Ok. ensemble. Et on s'est revus à Cannes, donc c'est l'année suivante, mais en réalité c'est quelques mois après. Ouais. Et ils avaient commencé à travailler sur le projet et commencé à Ok. étoffer et à faire des propositions. Donc c'est vraiment là que ça se met en route et qu'on commence à travailler ensemble. Et donc pourquoi Dead Cells à ce moment-là? C'est toi qui vas voir Motion Twin ou comment ça se Ben, passe du coup? eux aussi, ils aimaient Dead Cells et Ouais. en fait, Théo connaissait quelqu'un chez Motion Twin Donc le développeur du jeu vidéo, je précise, hein, qui oui, sont voilà. bordelais d'ailleurs. Et donc, ça s'est fait vraiment de façon étrangement simple parce que les licences, c'est quelque chose normalement qui est très compliqué. Ouais. Nous, on n'est pas spécialement Des bon là-dessus parce spécialistes, ouais. que Ouais. on n'est pas des spécialistes. Ça Ouais. demande d'avoir les bonnes personnes, un énorme travail contractuel, et ça peut être extrêmement très très compliqué. Puis ça nous faisait un petit peu peur à l'époque. On avait une licence, mais pour quelque chose qui était pour des licences québécoises en fait, de jeux que vous n'avez pas Hmm. vu passer par ici, Ouais. qui se faisait plus simplement. Mais donc voilà. Et Théo connaissait quelqu'un, donc il a juste parlé avec cette personne et puis il se trouve qu'ils étaient intéressés et Ok. c'est grâce à Théo qu'on a été mis en contact avec eux et que c'était un projet qui était très très inspiré de Dead Cells mais qui s'appelait Ouais. pas comme ça, c'est C'est devenu devenu Dead Cells, réellement ça. Ouais. Dead Cells et on a comme continué en fait on a amplifié dans cette direction en enlevant certains morceaux et en se disant ce morceau-là, bah, ça colle vraiment bien avec Dead Cells, en rajoutant des blocs dans le document en disant ok, bah, c'est quoi le cœur de Dead Cells qu'il faut qu'on respecte et c'est devenu vraiment le projet et c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer sur Dead Cells. Ouais. Ok. Du coup, j'ai envie de dire, effectivement, moi j'en ai fait la review il y a pas longtemps, et c'est la première fois que je joue à un jeu, à un roguelite transposé en jeu de société qui marche vraiment, parce que il y a eu Slay the Spire, mais Slay the Spire, c'est pas une transposition, parce que c'est déjà un jeu de cartes sur le jeu vidéo, et qui est un jeu de cartes sur le jeu de plateau, du coup, tu tapes toutes les manipulations qui sont pas générées automatiquement, alors que là, on transpose en platformer 2D action, en jeu avec où il faut trouver un système de combat, quelque chose, parce que bah, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup le skill qui joue, euh, et la maniabilité et tout ça. Du coup, comment vous avez abordé ça? Parce qu'il n'y avait pas trop de références dans le jeu de société. Moi, je me posais la question, tu vois, ne serait-ce que sur la progression, comment vous générez une progression à la fois qui est basée sur la mort et faire comprendre aux joueurs que c'est normal, et à la fois que ce soit pas trop frustrant non plus, tu vois. Je vais te répondre, mais j'ai une question pour toi juste avant. Ouais, Parce que justement, j'avais écouté ta vidéo et toi, t'as terminé, c'est-à-dire t'as battu c'est pas ouais. complètement terminé parce qu'il y Oui, avait oui, encore quelque j'ai chose qui se fait, passe après. ouais, bien sûr. Et, et combien, tu disais un compte d'heures, mais combien de runs, tu sais combien de runs ça t'a pris pour le battre? Bah, C'est quelque chose qui m'intéresse. j'ai pas compté, mais c'est très dur. Euh, 20 peut-être, un peu moins, je sais pas. Là, vraiment, c'est à la Ça louche, doit être, quoi. ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est parce que c'est un concept intéressant. Comme c'est un jeu très particulier dans sa structure, à chaque fois que les gens jouent et qu'ils sont rendus assez loin et qu'ils ont terminé, je me demande combien de Ouais, parties ils ont fait pour savoir si on est dans notre fourchette et ce qui devrait ouais, être à peu près ça. Parce que nous, on calculait qu'en moyenne, il faudrait 25 runs pour atteindre et battre la main du roi. ouais, Et tu vois, toi, c'était à une vingtaine et je pense que les autres personnes qui sont des joueurs
assez aguerris sont là 20-25. Et après, on a des gens qui sont un peu plus dans un concept familial où, par exemple, j'ai un de mes collègues qui l'a amené à la maison et ils ont joué pendant un week-end, ils ont fait 20 parties, ils ont joué tout le week-end en continu. Ouais. Tu vois, à 20 parties, eux, ils sont rendus au Steed Village, donc le Ouais. village de pêcheurs, Oui, d'accord. et ils l'ont pas encore passé, quoi. Ou Bah, ils l'ont passé une fois, mais parce que le truc qui est un peu particulier dans le jeu, c'est que, en tout cas au début, le jeu est quand même très dur et tu peux avoir des runs complètement improductifs où t'as ouais. quasi pas de cellules qui vont te permettre de débloquer des choses. Donc tu peux faire des runs vraiment très courts qui vont finalement te ramener pas grand-chose. Et moi, c'est vrai que ce qui m'avait pas surpris, mais en tout cas à un moment, j'ai l'impression qu'on a passé un gap vers les 80% du jeu où tout d'un coup on avait franchi la barrière où on était Mm. trop puissant et que là les runs devenaient vraiment tu vois, genre le boss de fin, on l'a fait en une fois, tu vois, on l'a one-shoté. Ouais, mais ça c'est assez surprenant. Mais il y a quelque chose qui est inhérent en fait dans tout ce travail d'adaptation. Il y a quelque chose qui est présent dans Dead Cells qu'on a voulu essayer de rendre, et peut-être que c'est ça que tu as vécu, c'est que des fois dans Dead Cells, pour une Tout ça raison ou pour semble une autre, bien et tu défonces le run, ouais. oui, des fois, tu as comme une combinaison d'armes qui est Ouais, complètement incroyable, ouais, et ouais. ça devient. Donc, c'est peut-être un cas comme ça Ouais, ouais, c'est que tu as possible que vécu ce de soit ton en côté. partie ça, ouais, Voilà. carrément. Et des fois aussi, et j'espère que c'est des choses qui arrivent, tu as l'impression que tu maîtrises et que tout va bien, et puis d'un coup, tu tombes sur un monstre pas possible. Tu as Ouais, deux élites qui te tombent ouais, ouais, c'est sur le clair. coin de la tête, et puis d'un coup, tu maîtrises plus rien, puis en 3 secondes, t'es mort, alors que jusque-là, t'étais tout le temps au maximum de vie en permanence. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est voilà. vrai. Bah, sachant Ok. qu'il y a des morts assez punitifs des fois dans le jeu que tu peux pas vraiment contrôler, genre si t'es ensanglanté et que t'as pas moyen de t'en débarrasser ou de tuer les ennemis, bah t'es mort de toute façon, donc ou que tu te chopes Mhm. le. Non, je crois, une fois que tu t'es chopé le statut, c'est bon, c'est fini, tu vas mourir à la fin, donc. Ensanglanté, tu peux toujours tuer le monstre qui l'a Ah généré, oui, et voilà, c'est ça, et ça ça va l'enlève, le ouais, c'est retirer. ça, Donc exact. c'est pas si difficile, mais il y a une grosse pression parce que si tu le tues pas, ou bien Ah, des c'est fois ça clair. oblige à tuer celui-là et ça fait que tu tues pas l'autre à côté qui te tue. Donc, Bah, nous, on l'avait toujours anticipé en amont, tu vois, avec les boucliers dorés et tout. Après, c'est vrai que du coup, comme on jouait à deux, moi j'ai vite vu qu'il fallait partir sur les persos défensifs, parce que au début, on était parti avec deux persos offensifs, on se faisait mais complètement rouler dessus. Et on a pris les persos à bouclier. Là, il y a un perso vraiment défensif et un perso un peu plus intermédiaire. Et là, de suite, ça se passait beaucoup mieux. Je crois que le tout premier run qu'on a fait, c'était un fiasco total. Et après, le deuxième, ça commençait déjà à aller un peu mieux, quoi. Mais oui, du coup, en termes de dev, comment vous vous en sortez? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a déjà énormément de différents types de joueurs. Et en plus de ça, bah ouais, il faut éviter ce truc de ah, tout d'un coup, le jeu devient trop facile quand tu débloques trop de choses, quoi. ouais, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs éléments de développement qui étaient importants et qui étaient compliqués. Le premier, c'était la transposition d'un jeu qui est foncièrement un jeu d'action et Hmm, d'agilité ouais, en jeu de société. Comme tu disais, des jeux comme Slay the Spire, c'est déjà des jeux de société sous une certaine forme. C'est des jeux de cartes. ouais, On a complètement. une main de cartes, on joue une carte. Toute la mécanique est une mécanique de jeu de société. Ici, c'est pas du tout le cas. Et d'autant plus que c'est un jeu qui est très nerveux, qui est rapide, et que évidemment, quand on est dans un système de jeu de société avec une gestion mécanique des choses, on peut pas faire ça. Mais c'était une des priorités et un des mandats pour Kaedama de trouver comment est-ce qu'on peut quand même garder cet esprit. Donc ça, c'était un aspect qui est important, et tout ça fait qu'en réalité, on fait vraiment une adaptation et pas un calque du jeu. Ouais, complètement. Euh, et qu'il fallait rendre des sensations plus qu'une mécanique. Et eux, c'est quelque chose qu'ils ont fait assez tôt en fait avec le système de combat, avec ce truc où chacun joue une carte et puis on lit directement temps 1, il se passe ça, Hmm, temps 2, il se passe ça, temps 3, il se passe ça. Fin du combat, le combat est terminé quoi qu'il arrive, même ouais, s'il reste du monde, etc. Et on passe à la suite. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez réussi, avec ouais, toujours complètement. Ouais. ce côté-là peut être un petit peu différent selon les joueurs qui y a autour de la table. Il y a des joueurs qui aiment beaucoup créer un puzzle et se dire, OK, comment est-ce qu'on va le gérer? Et Ouais, malgré le fait que dans l'esprit du jeu, on est censé poser juste une carte, donner une seule information et pas discuter et passer à la suite et faire cette phase-là en 1 minute, en réalité, il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir aussi à se dire, OK, ben là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, comme ouais.
triche, mais c'est normal, c'est dans un jeu coopératif, on joue Ouais, ouais, c'est clair. comme ça nous fait plaisir. Et avec mon groupe, on a fait tout Gloomhaven et on a triché sur les règles sur certaines règles. On s'est donné plus d'expérience parce que c'était Ouais, trop lent. ouais, On trichait sur les règles d'initiative parce que c'était un peu frustrant, donc on disait juste l'initiative pour pouvoir ouais. générer notre truc. Et donc ça peut faire qu'il y a un petit peu plus de downtime, de ralentissement. Mais c'est les joueurs qui choisissent s'ils le font, c'est pas Ouais, comme ça qu'on leur dit complètement. de jouer, donc c'est Et puis acceptable, mais à comparativement deux, à pour le 4. coup, c'est assez rapide, pour le coup, quand tu le joues à deux, quoi. Oui, à 4, ça peut donner lieu à plus de discussions et ça Ouais, peut faire un puzzle un peu plus compliqué. Donc ça, c'est pour la partie action, puis je pense que c'était bien rendu. Et après, tout le reste, c'était c'est l'exploration et la progression. Donc l'exploration, c'est quelque chose qui était très très différent au tout début dans le document parce que c'était l'idée qu'on n'a pas réussi à maintenir complètement et était qu'il n'y avait pas ou très 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 peu de mise en place. Et donc ouais, en fait que le donjon se fabriquait de lui-même depuis une pile de tuiles ou de ok. cartes ou de quelque chose. Malheureusement, tous ces essais étaient infructueux et ça donnait rien. Et ça a été long. Autant le système de combat, donc Kaedama est arrivé assez rapidement avec cette solution qui marchait bien, autant pour l'exploration, on a fait beaucoup d'allers-retours. Ce que nous on proposait fonctionnait pas. C'est intéressant de voir dans le fonctionnement qu'on a eu avec eux, c'est que et auquel ils avaient peut-être pas l'habitude, c'était pas un fonctionnement habituel pour eux. C'est vraiment un travail d'échange où eux des Ouais, fois c'est ça, ouais. Bah, ils c'est arrivaient là avec une mécanique. où je te reprenais, justement. Vous avez un taf d'éditeur qui est assez particulier, pour le coup, je trouve, quoi. Mais ça, on le Que fait c'est quasiment intéressant, toujours. ouais. Et des fois, quand on discute avec des auteurs avant sur un projet de jeu, on peut voir des fois que ça peut pas fonctionner parce que des fois les auteurs ont une vision de ce qu'est le travail d'auteur et d'éditeur qui est différente Ouais, de ce qu'on ouais, ouais, fait. ouais, Notre je vois. spécificité à Scorpion Masqué, c'est qu'on met beaucoup les mains dans le Dans le cambouis, cambouis ouais. et qu'on teste, on fait des propositions, on revient avec les auteurs avec des contre-propositions en disant ah bah ça cette mécanique là ça marche pas complètement, Hmm, regarde, voici le problème qu'on essaye de régler, ouais, voici la proposition qu'on te fait, et puis derrière, souvent ils gardent pas exactement notre proposition, ou des fois c'est gardé, des fois c'est complètement mis de côté et ils font autre chose, ouais. mais on a vraiment une participation et c'est un ping-pong. Et c'était là le cas, notamment sur le système d'exploration, où nous on avait une proposition qui les satisfaisait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à sens unique, c'est que l'auteur Ouais, de bien son sûr. côté, il peut dire non les gars, ça fonctionne pas non plus ce que vous proposez, Ouais, ou bien c'est pas ce que nous on veut faire. Et à ce moment-là, on ouais, va ouais. continuer à travailler. Et donc, on a des propositions qui marchaient pas sur l'exploration. Ils en ont fait d'autres qui étaient souvent, d'un point de vue ergonomie et élégance, vraiment hyper bien, mais qui satisfaisaient pas la sensation d'exploration qu'on Ouais. voulait, le fait d'avoir des choix qui n'étaient pas tout à fait là, parce que c'est très très important dans un roguelite. En fait, une des caractéristiques, c'est il y a tout le temps des choix. Et Ouais, ouais, donc, c'est clair. je sais pas si on le sent, si on a là cette impression dans le jeu, mais en réalité, normalement, on est tout le temps en train de faire un petit choix, que ce soit Oui, est-ce oui, que si, si. je C'est dans une plus petite échelle, mais on le sent, quoi. Bien et sûr, dans ouais. l'exploration, c'est à ça que je pense qu'on a réussi ça, puisque maintenant dans le système actuel, bah, est-ce que je vais faire un combat qui va potentiellement me faire des dommages, va peut-être faire que je vais moins loin, mais qui va me Ouais, donner des cellules? Est-ce qu'au contraire, je vais chercher un équipement qui va pas me ouais, rapporter complètement. rien de ça, mais qui va me donner quelque chose? Puis là, si j'ai choisi le coffre qui est une amélioration, on va me proposer un blueprint ou un Ouais. équipement. Est-ce que je veux l'équipement tout de suite parce que je vais aller le plus loin possible, peut-être aller battre le boss et avoir quelque chose d'efficace? Bah, Est-ce que c'est je là veux où le ça peut être blueprint? perturbant pour les gens, justement, parce qu'autant quand tu joues à ce genre de jeu, t'as complètement l'habitude, mais là, dans le jeu, il y a un peu cette sensation que des fois, tu vas Ouais. faire des runs pour l'XP et c'est voulu, en fait, tu vois. Oui, et normalement, tu devrais faire ce choix-là. Tu dois dire, est-ce que j'essaye d'aller le plus loin possible ou est-ce que j'essaye juste de ramasser le plus de trucs Ah, c'est possible ça, pour ouais. plus tard? Tu sais, je Ouais. vais faire des blueprints. Ma priorité à ce moment-là, ça va être de finir le biome, mais peut-être pas la run. Tu sais, Ouais, donc, c'est complètement, ouais. tout. Ou Et au trouver la niveau des rune dont t'as besoin, tu refais un biome parce que t'as C'est besoin ça. de cette rune. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et au niveau de l'exploration, ça a été assez long parce qu'on n'avait jamais tout en même temps. Et donc, il a Ok. fallu qu'on fasse beaucoup d'échanges. En fait, ils sont même venus C'est marrant parce que quand tu vois le résultat final, ça paraît assez simple, tu vois. C'est ça qui est assez étonnant quand tu le dis, quoi. Ouais, le plus simple est toujours le plus Ah, ouais, compliqué. bah ouais, c'est clair, c'est clair. Il a fallu qu'ils viennent, en fait, en 2022, au 10 septembre 2022, je pense, ils sont venus à Montréal. On a travaillé une semaine. Ouais, Ils avaient un Airbnb et tous les jours on était au bureau. Puis ouais. parce qu'en étant loin aussi, c'est Ouais, ouais, compliqué c'est clair, c'est d'échanger. clair. C'est Eux-mêmes, clair. eux-mêmes, souvent, ils sont pas toujours réunis pour travailler. Donc là, on avait pris une semaine et on a travaillé sur le jeu. On a débloqué plein de trucs. On a fait justement tout le système d'exploration. Ça a été beaucoup d'essais, d'erreurs et Hmm. ensemble pour le mettre en place. Et on est content du résultat. Donc c'est vraiment quelque chose qui est
c'est très très chouette parce que de notre côté, il y avait plein de trucs qui marchaient pas dans nos idées de ce qu'on voulait faire, que eux ils ont été capables de dire ça marche pas au lieu de faire juste ok bah c'est vous qui choisissez on le fait. Ils ont Ouais, fait ouais, bien non non sûr. non ça marche pas regarde pour telle et telle raison, des éléments d'ergonomie en disant bah là ça ces trucs là on voudrait que vous changiez cette forme là pour celle-là pour que ce soit plus clair. Et Ouais. de notre côté on faisait pareil quand il y avait des éléments où on se disait non c'est pas encore au niveau de ce qu'on attend ou bien ça ne donne pas l'émotion qu'on veut Ouais, bien rendre sûr. et faut retravailler. Et donc ça a été vraiment des échanges intéressants et pas toujours facile hein, parce que Ah ouais, ouais, c'est clair, bah ouais, c'est c'est dur clair. pour tout le monde hein, J'ai connu ça, ouais, c'est clair. de Mais changer, quand abandonner, tu as reprendre. l'objectif de sortir le meilleur jeu possible, je trouve que ça donne un objectif un peu sain pour tout le monde aussi, quoi, d'arriver, tu vois, de pas être dans l'ego, de je veux absolument imposer mes idées, mais c'est pour le bien du jeu, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, sur la progression, ça s'est passé comment? Parce que là aussi, c'est relativement unique. Alors, il y a d'autres jeux qui ont des systèmes de progression, et c'est vrai que souvent, moi je trouve que souvent les défauts de ce genre de jeu, c'est que soit souvent, au bout d'un moment, t'upgrades tellement de trucs que bah, du coup, t'as plus aucune difficulté dans le jeu, soit les upgrades que tu fais supportent un système qui fait que le jeu est tellement long qu'au bout d'un moment, le système t'en peut plus. Le système de jeu, typiquement sur Etherfield, le système de combat, au bout d'un moment, t'en peux plus dans le jeu ou de test parce que c'est tout le temps le même et t'as beau débloquer des nouvelles cartes, ça change rien, tu vois. Vous avez abordé comment ce truc-là? Bah, de base, il fallait que le système soit pas trop lourd. Un des secrets de Zombie Kids, c'est que la mécanique de départ est extrêmement simple et en Hmm. même temps très très souple et permet de rajouter des choses. Et c'est pour ça Ouais, que le moteur du jeu devait permettre de faire ça, parce que sinon, si dès le début, tu as quelque chose de trop compliqué, c'est sûr que quand tu vas rajouter tes équipements, et puis qu'il va falloir que tu aies des dizaines, des centaines d'équipements, de monstres, ils vont devenir de plus en plus compliqués, ils vont juste ralourdir, et au bout d'un moment, ça sera un truc complètement ingérable. ouais. Donc effectivement, et c'est aussi des goûts personnels parce que de notre côté, moi, donc avec Christian, on a un groupe de joueurs, on joue toutes les semaines à toutes sortes de choses, des jeux euro, des jeux plus Ameritrash, vraiment c'est très très varié. Par contre, bah, c'est sûr que le gros jeu qui dure 4-5 heures, il a intérêt à être vraiment vraiment bon parce qu'on va sans doute pas en refaire plusieurs. Souvent maintenant, on a des jeux qui sont quand même plus condensés et on voulait faire ça. Pour donner une ordre d'idée, on a fait donc toute la campagne de Gloomhaven et en accélérant un peu au niveau des XP parce que c'était Ouais, un peu ouais, frustrant que ouais, les personnages avancent pas, mais quand on a commencé un Frosthaven, on n'a pas fait beaucoup de parties parce que c'était ouais, juste tout plus ouais, lourd ouais. avec plus de d'interjeux, la partie était plus longue, entre les parties c'était plus long et en fait ça nous a complètement arrêté parce que on voulait jouer, on Ouais, voulait pas ouais, ouais. C'était obtenir des trop, ouais. comptes en permanence, c'était trop quoi. Ouais, Et donc il y a un petit peu dans cet esprit qu'il fallait que le jeu ça soit un petit peu crunchy, qu'on ait quand même un intérêt à pourquoi est-ce que je vais jouer cette carte plutôt que l'autre, comment est-ce que je vais construire mon deck, ou un nouveau monstre avec une nouvelle mécanique que j'ai jamais vue. ouais, Ça c'était parmi nos trucs préférés quand on découvrait les développements, notamment de Corentin qui travaillait beaucoup sur les monstres. C'était hop là il y a un nouveau biome, ah waouh, c'est ouais. juste regarder les cartes de monstres en disant et celui-là, il fait des vers qui se collent sur toi et après tu dois les jeter, sinon tu as des trucs. C'est super. Donc en fait, Ouais, chaque nouveau biome apportait des nouveaux monstres et apportait des nouvelles mécaniques, mais ces mécaniques n'étaient pas trop compliquées parce que le système de base était assez simple au départ, quoi. ouais, ouais, Donc ouais, je vois. c'est pas évident d'avoir. En fait, vous avez une base saine pour derrière avoir un développement plus simple sur ces aspects-là, ouais. Ouais. Voilà. Et en même temps, ta base, il faut qu'elle soit quand même suffisante pour que tu puisses construire dessus. Parce que si ta marge de manœuvre, c'est un petit peu à gauche, Ah un oui, peu à oui, bah, droite et pas évidemment, plus, c'est sûr qu'au bout évidemment. de deux armes et deux monstres, t'en as fait le tour. Donc Ah il ouais, fallait c'est que ça clair. soit suffisamment simple pour que ce soit pas trop lourd, suffisamment ouvert pour qu'on puisse créer des choses dessus. Et c'est là où je pense qu'ils ont fait vraiment un bon travail, qui a permis justement de développer tout ça autour et de faire quelque chose qui Ouais. était riche. Parce que dans Dead Cells, le jeu vidéo, c'est ça qui est extraordinaire qu'on retrouve dans quasiment aucun autre jeu, c'est la richesse du jeu, ça arrête pas, il y a des dizaines, des dizaines d'armes, à chaque Ouais, nouvelle c'est mise à clair. jour gratuite, ils rajoutent une pelletée d'armes, de monstres, de biomes, et on voulait Vous vraiment voulez un rendre peu ça. ce sentiment, ouais. Ouais, Mais du coup, peut-être je vais préciser comment vous avez testé la progression du jeu. Genre, il y a tellement de trucs que tu débloques.
ça me paraît quasi impossible, là, comme ça. Genre, vous C'est aviez plein de groupes de testeurs de joueurs de niveaux différents qui faisaient des choses différentes. Comment vous avez testé C'est ça, un en peu fait? ça, c'est un peu ça, et malheureusement, c'est un point sur lequel on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et à être parfait, c'est que effectivement, il y a tellement de cas, de figures qui sont créés, de possibilités de recoupement, que malgré le fait qu'on avait des groupes de testeurs, eux, ils avaient des groupes de testeurs à la cafetière, donc leur QG, et ils faisaient des retours. Nous, on avait des groupes de testeurs ici, on avait nous-mêmes au bureau, on testait le jeu en permanence, et des fois, Ouais, on testait des morceaux de jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de refaire la campagne depuis le début, parce que le ouais, premier biome et le deuxième biome, on les a fait beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut tester le reste. Et ah ouais, on se rendait directement à, voilà, on est censé être au troisième tiers, donc ça veut dire qu'on a déjà gagné ça dans les paquets, allons-y, ouais. on essaye. Et donc effectivement, plus ça va loin dans le jeu, plus c'est compliqué de tester tous les recoupements, toutes les possibilités, les Ouais, interrogations complètement. des joueurs. Et c'est là où on voit que c'est, comme tu le dis, c'est hyper compliqué. Et en fait, à un moment donné, il a fallu qu'on se dise, on est prêt, on lance la production du jeu, parce que sinon on s'arrêtait Ouais, ouais, pas. tu t'arrêtais jamais, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on serait encore en train de tester, encore en Ah train bah de c'est corriger des clair. trucs, autant d'améliorer. Donc, c'est vrai que il y a des gens qui posent des questions. Des fois, c'est des éléments qui sont déjà rédigés et qu'il faut juste savoir interpréter un peu. Et aussi le fait que c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Donc, dans la règle de départ, on pouvait pas avoir une règle qui faisait 20 pages de plus en essayant de rajouter chaque élément de questionnement qui pouvait se poser sur un item que tu débloquais à la fin du jeu, ou tu Ouais, vois. bah, j'ai l'impression que tu fais référence au mur, mais moi pareil, j'ai bloqué là-dessus. D'avoir un token que t'es censé mettre, mais en fait qui fait rien. Genre, t'as des combats, ils te disent de mettre le mur, mais tu sais pas à quoi ça sert. Euh, J'avoue, clairement, c'était un reproche que j'avais fait dans la review, mais je comprends pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression, c'est que bah, la FAQ était quand même assez nécessaire pour au Oui, moins essayer de clarifier des questionnements que tu as pendant la partie. Et c'est vrai qu'on en a eu pas mal. tout à Même fait. la rune de l'araignée, a priori, j'ai vu qu'il y avait une erreur d'impression. Parce qu'en fait, vous avez testé tellement de trucs et il y a des trucs qui ont changé entre-temps en cours de route Exactement. et qui, du coup, ont été un peu oubliés malgré le fait qu'il y a quatre auteurs et un éditeur. C'est quand même C'est pas ça. non plus une équipe de jeux vidéo, tu vois. C'est là où tu vois que faire un jeu de société en petite équipe, ça reste quand même, sur des jeux ambitieux comme ça reste très compliqué, quoi. C'est tout à fait ça, et puis d'autant plus que nous, on est un éditeur classique, donc c'est la première fois qu'on fait un Kickstarter, et c'est la première fois qu'on fait un jeu qui est aussi gros que ça. Et à Hmm. côté, on a notre activité normale, donc on a un chef Ouais, de bien sûr. projet, et on fait Dead Cells, et à côté on fait SkyTeam, et à côté on fait Turing Machine, et à côté on fait Flashback, et il faut qu'on ait toutes nos sorties de chaque année qui continuent de se dérouler, Ouais, carrément. et ce qui rend le truc encore plus difficile. Tu vois, actuellement, on travaille, on a travaillé sur la fac, on travaille sur répondre à certaines personnes euh, sur les réseaux sociaux, et à mettre en place, à intégrer les corrections de la fac à l'intérieur d'un reprint éventuel pour que ça soit plus propre. Tout ça, c'est énormément de temps, et en même temps, on a un jeu qui doit partir en print dans 2 semaines Ouais. pour une sortie début d'année, et des jeux à développer pour la moitié de l'année prochaine, et un autre jeu un peu à notre stade pour la fin de... Donc tout ça, ça fait que c'est compliqué. Et puis, c'est pas des excuses, c'est plus une explication. Ouais, ouais, c'est complètement. Non, non, mais je comprends totalement. Et puis c'est en euh, plus, c'est sur un style de jeu qui est assez novateur, sur lequel tu peux pas vraiment énormément t'appuyer sur des choses qui ont déjà été faites et te dire, ah tiens, sur ce jeu, il y avait eu ce problème, faisant en sorte qu'il n'existe pas. Tu vois, moi par exemple, Ouais. je bosse sur un euro en ce moment, même si des fois c'est dur de trouver les solutions, en tout cas, on repère assez vite les problèmes de sensation de jeu. En comparaison par rapport à d'autres jeux sur lesquels on n'a pas aimé cette sensation justement, tu vois. Mhm. Là, c'est beaucoup plus complexe, surtout qu'en plus, chacun a son aventure un peu malléable, tu vois. Donc, même toi, t'es auteur, tu testes ton jeu, mais t'as pas du tout la même expérience que moi chez moi, par Ouais. exemple, tu vois. Et d'autant plus que sur un jeu comme ça, il faut se rendre compte, la plupart des tests sont faits sur des prototypes, et c'est hyper long de produire chaque prototype. Ah bah ouais, c'est ça, hein. Donc C'est au ça. final, la version de production finale, elle arrive très tard dans cette phase de test, et elle est peu testée comparée au reste, parce Ah, qu'il c'est reste clair. pas beaucoup de temps sur ces phases-là. Et donc oui, il faudrait qu'en fait on soit rendu à une version comme ça, et qu'on rajoute encore 6 mois, un an de test, de Ah ouais, développement, de complètement, réglage. complètement. Et malheureusement, notre réalité nous le permet pas, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs où il y a des erreurs qui auraient dû être corrigées, notamment ce qui est des erreurs directement. En fait, on s'en rend compte au fur et à mesure, hein, quand on a Ah, bien ouvert sûr. Ouais, ouais, quand on complètement. a, tu sais, pour donner une idée du processus, quand on a reçu les exemplaires
de validation de l'usine, à ce moment-là, on a refait tout le processus de mise en place du jeu. C'est le premier setup. Ouais. Donc, on a pris la règle, suivi ligne par ligne, on l'a à plusieurs, sur chacune des versions du jeu, parce qu'il y a français, anglais, collector, retail. Donc il y a 4 versions du jeu différentes, et donc pour les 4 versions du jeu, on a pris la règle, ouvert tous les trucs, dépunché exactement ce qu'il y avait écrit, mis les cartes, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait encore des erreurs qui traînaient à l'intérieur. Ouais. Ça, on s'en est aperçu assez tôt pour pouvoir intégrer une feuille directement dans le livret pour dire ok, ben là on s'est trompé sur les numéros de cartes. Mais comme tu le disais, ça change beaucoup à plein de phases. Et il y a des trucs comme typiquement la rapière, elle devrait pas être dans le premier paquet de biomes, parce que comme elle utilise un mur, il faudrait qu'elle soit plutôt dans un biome qui utilise les murs ou les trous. Pardon, c'est pas un mur, c'est un trou. Elle devrait être dans le biome qui utilise le trou. Mais il y a tellement de choses, donc voilà, c'est un peu compliqué. Après, heureusement, c'est un jeu on arrange coop. au fur et à mesure. Ouais, et puis comme c'est un jeu coop, tu t'adaptes des choses avec ton bon sens aussi, tu vois. Nous, au bout d'un moment, quand on n'avait pas les réponses, on l'adaptait en fonction. Et puis de toute façon, vous êtes sur la FAQ, et je pense que ça, c'est important de faire la FAQ a posteriori, surtout qu'elle est faite, là, je l'ai vu, elle est faite avant que le jeu sorte complètement. Donc, de toute façon, quand on voit quand on voit le nombre d'assets et le taf qu'il y a dessus, moi, je trouve que c'est déjà un miracle presque que le jeu soit dans cet état-là. Et moi, je trouvais ça. C'est pour ça que j'avais été aussi. En fait, c'est bizarrement le jeu, je l'attendais pas plus que ça parce que je sais pas, j'en avais pas entendu particulièrement à part le Kickstarter. J'avais l'impression que vous avez beaucoup poussé le Kickstarter, mais la sortie retail, elle était peut-être un peu moins marketée. Et du coup, je l'ai testé à Vichy parce qu'on m'a dit, va le tester, c'est ouf. Et effectivement, on voit quand même très rapidement que le taf a pas été fait dans le vide non plus. Et justement, il y a un peu ce truc aussi où on se demande, mais jusqu'où ils sont allés, jusqu'où on va aller. Et voilà, quoi. Il y a vraiment ce truc qui marche vraiment pour le coup, mais qui forcément vient avec ce genre de choses, quoi. Mais du coup, j'ai envie de demander, je suppose que ça va dépendre de la vente, mais est-ce que vous prévoyez de l'extension et ce genre de choses? Est-ce que c'est une possibilité, quoi? C'est une bonne question, ça va effectivement beaucoup dépendre du succès du jeu en boutique. Euh, Le Kickstarter permet pas de créer un succès qui permet pas de faire la suite, non, ça suffit pas. C'est difficile parce que les gens ont une perception un peu déformée de Kickstarter. Tu sais, ça fait des grosses sommes, donc ils ont l'impression que c'est quelque chose de gigantesque. Mais si tu mets ça en parallèle avec ce qu'on disait avant, c'est des années de développement Bien sûr. et c'est des coûts très importants au niveau des illustrations, de temps. Donc c'est beaucoup de travail. Et encore aujourd'hui, on est encore en train de travailler dessus parce qu'on passe vraiment je dirais facilement la moitié du temps des équipes en ce moment est consacré à Dead Cells pour gérer le fulfillment. Donc là, ça s'est bien passé, puis c'est terminé pour les États-Unis, puis pour l'Europe, mais au Canada, il y a eu des retards de bateaux, puis il y a eu une grève au port, puis il y a eu une douane la douane a pris plus longtemps que prévu. Donc tout ça fait qu'on est encore en train de travailler sur le fulfillment. Donc là, les backers commencent à recevoir, viennent chercher leur jeu. Donc nous, on travaille là-dessus, on a quelqu'un qui est en charge de ça, on essaye de surveiller, de trouver les problèmes de règles qui ont été notés pour les intégrer, répondre, fabriquer la fac, faire le deuxième print. Il y a des partenaires étrangers qui ont le jeu, donc il faut qu'on s'assure qu'on leur fasse redescendre les bonnes informations pour que eux-mêmes puissent corriger. Donc c'est énormément de travail. Donc il faut se rendre compte que les coûts sont très importants. C'est des boîtes de jeux qui sont très grosses, donc il y a des coûts de transport qui sont très forts. Les gens ont payé du shipping, mais ils ont payé le shipping par route intérieure une fois arrivé chez l'hub, mais il y a des transports par bateau qui sont très coûteux. Les coûts ont beaucoup fluctué et ont beaucoup augmenté. Nous, on n'est pas allé vers les backers pour leur demander plus d'argent comme certains le font. On a tout assumé ça. Donc tout ça, c'est pour expliquer qu'en fait, un Kickstarter qui peut paraître impressionnant comme ça, où on est à 1,5 million en dollars canadiens, donc à peu près un peu plus d'1 million de dollars US. En réalité, si tu commences à tout répartir sur combien ça a coûté en salaire pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus, normalement, on a un graphiste et demi
pour travailler sur l'édition pure et d'autres personnes pour travailler sur le marketing. Ici, c'est 4 graphistes qui ont travaillé Ouais. sur le jeu Bah ouais. et ça arrêtait pas. Donc voilà, il faut se rendre compte que c'est un modèle de jeu qui est vraiment Donc très gros, qui demande. t'es en train de me dire que le KS, c'est pas réellement rentable et c'est pour ça qu'il y a une sortie Si, si, retail ou si? on Ok. est super content du Kickstarter parce que avec tout ça, ça nous a permis. C'était le but en fait. On savait pas du tout si le jeu pouvait fonctionner en boutique à cause de son prix, de son Ouais. poids, du fait que c'était quelque chose un petit peu différent. Donc c'était un risque qui était énorme pour nous si on avait avec tout ce travail juste fait une sortie boutique. Je pense qu'on aurait ça aurait été hyper compliqué. Donc le Kickstarter, nous, il nous a permis de faire ça en fait. Il nous a dit ok, ben il y a tout ce risque-là, ce poids-là. On sait qu'il va y avoir des surcoûts plus tard. On a même si on a budgété Ouais. tout ce qu'on pouvait, il y a des surcoûts qui s'ajoutent qu'on va payer, qu'on va absorber, etc. Et le Kickstarter a passé un petit peu cette limite qui était il faut qu'on fasse au moins tant de jeux pour qu'on s'en sorte Ouais. vraiment Ok. et ça nous a permis de faire ça. Maintenant, c'est énormément de travail, c'est pas notre cœur de métier de le faire et toute l'énergie que ça prend, je sais pas si on pourra refaire Ouais. un Kickstarter, on verra. Mais par contre, si le jeu fonctionne un beau succès en boutique, bah, peut-être qu'on pourra se dire ok, on continue puis on trouve une façon de faire d'autres choses. Mais actuellement, on n'est pas dans le futur, on est dans le Ouais, présent je qui vois. est on livre, on corrige Ouais, le bien truc sûr. jusqu'à ce que le produit soit, que le jeu soit vraiment, qu'on ait tout patché et que tout soit là. Et c'est beaucoup d'énergie. Donc, si je me tourne vers l'équipe et que je leur dis, allez, on se lance dans la suite tout de suite, ils vont faire, oh non. Normal, normal. Mais voilà. Mais on va sortir le jeu, on va attendre quelques mois de voir comment ça Ouais, marche. Et comment puis ça là, on prend, ouais. pourra voir la poussière sera retombée, on Ouais. va pouvoir voir ce que ça donne et puis les envies de tout le monde. Mais justement, ça, j'en ai discuté dans une interview qui est pas encore sortie, ou peut-être qui sera sortie avant que ça là, je sais pas trop encore le timing, mais en gros, j'ai discuté avec Frédéric Henry de Monolith, et lui, il pense que faire des KS, quand il y a des jeux prévus pour des KS, tu ne les vends qu'en KS et tu fais pas d'édition retail, parce que par exemple, là, vous pouvez faire un gros KS Dead Cells, et puis un an plus tard, vous refaites la boîte base avec une extension, par exemple, et tu peux l'avoir que comme ça, et donc du coup, tu calcules tes coûts que par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi de ça? C'est juste que vous avez tellement une philosophie de retail que vous n'avez pas envisagé les choses comme ça, ou c'est quoi le... Nous, on est un éditeur classique. On a été fondé comme ça et on a passé donc depuis 2006 à faire ça. Donc c'est ce qu'on maîtrise, c'est ça. On a un réseau de distribution classique qui est très efficace. On connaît tous les distributeurs dans tous les pays. On a la spécificité pour un éditeur francophone d'avoir un puissant moteur de Ouais, distribution à l'international et de pas être juste sur la France et le Québec. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on maîtrise à fond. On a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ce qui fait que c'est sûr que pour nous, on est bien plus à l'aise là-dedans que dans la hmm, gestion de Kickstarter qui demande. En fait, si tu fais de la distribution classique, tu as 40 clients, dont peut-être entre 5 et 10 qui sont gros. Si tu fais du Kickstarter, tu as 12 000 clients. ouais, C'est pas ouais, du c'est pas la tout même échelle, ouais. c'est pas du tout le même travail du tout. Et c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'énergie. On n'est pas taillé pour ça. Donc c'est Ouais, sûr que nous, on s'en va pas dans cette direction. On se dit pas, comme on a eu ce beau succès Kickstarter dont on est très content, on continue dans cette voie et on en fait plus. Il faudrait qu'on ait une équipe qui est 100% dédiée. ouais, Et on le voit, hein, c'est un modèle qui est risqué. Il y a plusieurs boîtes qui ont coulé ou qui sont en grande ouais, difficulté complètement. actuellement. C'est extrêmement difficile comme modèle et plus difficile que par le passé. Donc d'un côté, il y a une vraie justification à se dire, là j'ai comme un produit qui est vraiment spécial, un jeu qui est particulier, qui pourra pas passer par le retail ou très peu, surtout dans les conditions du marché actuel qui font que les gens ont tendance à se rabattre vers des jeux qui sont moins chers. Et donc j'utilise on dit Kickstarter, mais Kickstarter, GameFound, Ouais, ouais, bien sûr. etc. Pour le passer, mais il faut avoir une structure qui est dédiée et avoir des reins qui sont extrêmement solides parce que il faut pas rentrer dans le modèle de cavalerie où un Kickstarter Oui, en paye train celui de battre, d'avant, qui paye bien celui sûr. d'avant, qui paye Ouais, celui d'avant. Là, on parlait donc
de Fred Henry, eux, ils ont, si je me trompe pas, ils ont une approche où ils injectent de l'argent avant au lieu d'avoir à le rembourser après. Ouais, ouais. Et ce qui est aussi, ce qui peut être aussi dangereux, donc c'est risqué quoi. Bah, c'est Euh, surtout que ouais, j'ai l'impression que c'est deux manières différentes, mais du coup, Dead Cells, ça a été la nécessité de faire un KS parce que ce type de jeu, vous pouviez pas le sortir juste en retail directement, en fait, quoi. Oui, ça aurait été et en fait il y a eu on est super content de la réponse des gens et soulagé. Le jeu est pas encore sorti, mais on se dit ok, ça devrait bien aller parce que quand on se parlait avec BlackRock à Cannes, Ouais, c'était un peu le marché est en train de changer très rapidement. On a sur ouais, les bras un jeu à 85 euros. On en a plusieurs milliers qui étaient prévus. Est-ce qu'on va être capable Est-ce que les gens vont accrocher suffisamment? ouais, Et là, maintenant, ça va être l'épreuve du feu. On voit ouais, que ouais. la réception est très bonne. C'est un jeu qui a eu un très beau succès à Vichy. Donc, je crois qu'on arrive avec une proposition qui est originale et qui va permettre à ce jeu de tirer son épingle du jeu. Mais c'était pas évident et c'est pas gagné d'avance parce que tous les gens qui ont dit c'est super, pour la plupart, soit c'est des backers de Kickstarter qui ont l'habitude d'acheter des gros trucs, ça peut être des gens, des créateurs de contenu qui ont reçu le jeu, des boutiques qui ont reçu le jeu. Maintenant, est-ce que le public va aller dans la boutique et dépenser Ouais, 85 euros ouais, pour c'est avoir ce ça. jeu? C'est la grosse question actuellement. Les éditeurs sont tous en train de se rabattre sur des jeux à moins de 20 euros. Et on n'est pas du tout dans cette logique. Alors, est-ce qu'on réussit Ouais. à aller à contre-courant avec ça? On va le voir, mais j'espère de tout mon cœur que oui. Ouais, ouais, j'avoue, bah, c'est vrai que ça va être un peu déterminant même pour le reste du marché. Après, c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de choses en même temps. Il y a un nouveau type de jeu, quand même. Effectivement, le jeu est cher, grosse boîte. Après, il y a aussi un peu une licence, mais qui n'est pas forcément connue du grand public, donc c'est pas forcément un plus. Mais ouais, ouais, ça va être intéressant, ça va être intéressant à suivre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, parce que même dans ce sens-là, pour la version retail, le système de jeu est quand même relativement accessible. Moi, j'explique les règles du jeu en moins de 5 minutes, hein, très clairement. Donc ça peut quand même pas mal aider pour le coup, quoi. Oui, bah, ça c'était dans les constats au début d'y aller avec quelque chose qui était, bah, on l'a dit, hein, pour le système Ouais, de ouais, bien sûr, hein, progression complètement. et aussi parce que on n'est pas un éditeur de jeux ultra complexe. C'est ça, Euh, j'ai l'impression que de toute façon, vous aviez quand même en tête de faire une édition, une version retail qui correspond aussi en partie au public que vous avez déjà, quoi, en termes de Bah, gameplay, quoi. c'est drôle parce qu'en ligne éditoriale, on est vraiment très explosé maintenant. Avant, quand j'ai commencé à travailler avec Christian, on faisait essentiellement des jeux d'ambiance assez pour adultes et des jeux pour enfants. Donc on était sur quelque chose qui était assez simple. Et nos envies, à tous les deux en tant que joueurs et aussi en tant qu'éditeur de développement, et notre connaissance du marché, notre compréhension des mécaniques de jeu, etc., grandissant, ça fait on a voulu faire des projets qui nous passionnaient, mais qui étaient de plus en plus à côté. Et Ouais. maintenant, dans notre catalogue, on a d'un côté des jeux pour enfants de 4 ans, à l'autre extrême, un Dead Cells qui a ce prix-là, et puis qui est beaucoup plus lourd, un Turing Machine qui a une certaine complexité au niveau de la, de, peut-être pas une complexité, mais une intensité Ouais. de jeu de déduction. À côté, un A ou un Olé Guacamole qui restent Ouais. des jeux de cartes assez légers. Donc on a une ligne éditoriale qui est très éclatée, qui est très variée. Mais c'est vrai qu'on on compte pas se lancer dans un gros euro ou un gros Oui, voilà, c'est Ameritrash ça, de c'est ce ce que niveau-là. j'allais dire, c'est que malgré le fait que ce soit un gros jeu, parce que c'est le style de jeu qui veut ça en termes de prix et tout, ça reste un jeu, encore une fois, accessible. Du coup, ça peut être intéressant justement de voir si le prix est vraiment un frein pour les gens à partir du moment où ils savent qu'ils vont avoir un jeu de qualité, ça va être intéressant à suivre, quoi, pour le coup. Ouais, je pense que avec le marché actuel qui est de plus en plus dur, avec de plus en plus de sorties et de moins en moins qui ont leur chance, c'est ce qu'il faut, il faut arriver avec des jeux qui offrent quelque chose de nouveau ou une émotion qui est très forte ou qui vont sortir vraiment du lot parce que sinon c'est très très Ouais, difficile. Souvent. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ok, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Ah si, on n'a pas trop, peut-être en parler un petit peu rapidement. Moi, je trouve qu'en
en termes d'édition, il y a des choses vraiment assez brillantes, notamment ce fameux plateau avec les petites pochettes pour pouvoir poser les cartes que tu débloques en cours et que tu ranges dans la boîte et que tu ressors tel quel. Moi, le nombre de fois où sur des Sleeping Gods, des Airfields, ce genre de trucs, rien que le fait de sortir le jeu était un frein à vouloir le ressortir. Là, c'est vraiment, c'est génial, quoi. J'ai l'impression que ce genre d'idée, ça va être repris dans. Enfin, il faut que ce soit repris dans d'autres styles de jeux parce que vraiment, ça paraît tout con, mais c'est génial, quoi. On ressent la même chose que toi. Effectivement, il y a des jeux qu'on aime, qu'on va pas sortir parce que c'est trop long, trop compliqué à mettre en place. Et ça, si je me trompe pas, c'est vraiment une idée qui vient de Kaedama très tôt dans le développement, d'avoir ce petit plateau qui a tout avec des pochettes. Alors dans le truc de départ, c'était juste des pochettes collées. On a comme amélioré avec plusieurs couches et puis Ouais, un plastique intermédiaire. Mais c'est vraiment leur volonté au départ d'avoir ce plateau et c'est une super idée aussi. On est très ouais, content de ça. Et c'est un aspect qui est conservé dans la version retail. C'est sans doute un des plateaux les plus luxueux du jeu, on va ouais, dire, ou le plus complètement. compliqué en termes de production, mais vraiment qu'on a conservé dans la version retail malgré le coût, parce que justement c'est un aspect très important dans un jeu. On le dit, hein, c'est l'aspect évolutif de ce jeu, c'est un des aspects qui est très travaillé, qui est au cœur du projet, et ça rentre exactement là-dedans, de se dire ok, ben voilà, j'ai évolué, je le vois, toute une partie de mon évolution, elle est posée devant moi, c'est sur ce plateau. Après, il y a des équipements et puis des cartes de Ouais, combat ouais, qui bien vont dans sûr. les autres decks, mais je vois cet aspect-là, je peux voir où est-ce que je suis rendu des runes, il m'en manque encore 2, j'ai Ouais. réussi à remplir tout mon truc, j'ai une mission qui est ici, et tu vois d'un coup d'œil ton évolution, et effectivement, Bah, tu n'as pas besoin à chaque fois de tout ouais, ressortir et de complètement. reconstituer tes Et puis trucs, ce quoi. qui est cool, c'est que ça, c'est vraiment dédié à la partie permanente du jeu. Tout le reste, les équipements, ton plateau perso et tout, c'est pas permanent vu que c'est reseté à chaque fois. Donc Mm. du coup, ça, je trouve que même en termes de lisibilité du jeu, ça contribue vachement. Et je trouve aussi, alors là tu me diras peut-être si ça a été une heureuse coïncidence, mais j'ai l'impression que du coup c'est plus facile quand tu as des emplacements limités, notamment pour les cartes, bon j'en dis pas plus avant le run, pendant le run. J'ai l'impression que ça permet de plus facilement équilibrer le power creep aussi, de se dire que si t'as pas ce genre de truc, tu peux empiler 10 cartes. Là, pendant la partie, tu as vraiment des choix de ok j'enlève cette amélioration pour mettre ça là, parce qu'il y a un nombre de slots limité, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des choix de jeu que t'as pas au début parce que t'as plusieurs emplacements de libre. Donc les premiers trucs, tu les prends automatiquement, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu choisisses c'est quoi le type de. Le mot build est utilisé à plusieurs endroits. À la fois, t'as le build de ton personnage avec c'est quoi les cartes que j'ai choisies dans son paquet de cartes de combat et quelles sont les améliorations que je lui prends avec les parchemins. Et du côté du plateau, c'est quoi le build de l'équipe en fait Ouais, qu'on fait? Est-ce qu'on s'est donné plus de points de vie? Est-ce qu'on s'est donné plus d'équipement? Est-ce qu'on s'est donné quelque chose au départ, mais que on aurait pu acquérir plus tard? Alors peut-être ouais, qu'il ouais, vaudrait mieux qu'on complètement. ait un truc pour plus tard. Et du coup, c'est un Et peu la guerre entre les joueurs pour savoir qui récupère ce truc de début de partie. Mais oui, oui, ça crée un espèce de build d'équipe qui est intéressant, ouais, effectivement. Et ce qu'on peut faire peut-être si ça t'intéresse, c'est que je pourrais passer dans le document pour qu'on voit ensemble. Est-ce que ce qu'on a visé au début, ce qui était juste défini comme le but du Ouais, jeu, ouais, ouais, qu'est-ce que c'était et puis est-ce qu'on l'a tenu? ouais, carrément. Donc en fait, donc c'est un document qui fait 14 pages et on va pas passer au travers des 14 pages, ça serait trop long, Ouais. C'est mais on a parti pour une les 14 pages. voilà. On a une petite section principe au début qui était vraiment le résumé et c'est pas comment on le fait, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et je pense Ouais, que ça, c'est peut-être intéressant de regarder c'était quoi le but. Donc, au début, voilà, on avait dans le but de faire un jeu. Alors, il y a écrit Dungeon Crawler, donc c'est ok. écrit Dungeon Crawler, même si en réalité, c'est pas tout à fait Ouais, ça c'est pas tout à fait ça. Ouais. pour un 4 joueurs avec des parties très courtes. On visait 20 minutes à l'époque, et Ok, donc on est plus au niveau au moins du double maintenant. Mais on visait vraiment dès le début quelque chose d'assez court, dans un style Rockvania, Roguelite. Et là, oui, tout à l'heure, on disait, il y a effectivement l'aspect Metroidvania dont on n'a pas beaucoup parlé lors de la communication, mais qui fait partie de cet aspect ouais, complètement. d'évolution du jeu avec le côté de est-ce que là je vois qu'il y a ce chemin, je ne peux pas le prendre, mais je pourrais Ouais, le prendre plus tard, ouais, et complètement. potentiellement ça peut me donner accès à des petits trucs comme des équipements ou des bonus, Ouais, mais ça peut me donner accès à une map complète et le monde s'ouvre. ouais, Et complètement. dans les références, on avait Dead Cells, Castlevania, Symphony of the Night, et donc qui À n'est pas un l'ancienne. roguelite, mais Ouais, qui a ça, Rogue Legacy, etc. Il y avait écrit qu'il fallait que ça soit non narratif.
Donc il pouvait y avoir un vague squelette d'histoire, mais que le but n'était pas de jouer une campagne. L'histoire n'est pas le cœur du jeu. Les bribes d'histoire recueillies sont un contexte plus général, mais il n'y a pas de progression scénaristique qui se plaçait à l'inverse de la tendance. Au moment où j'ai écrit ça, il y avait une grosse tendance de gros jeux narratifs, donc on était vraiment à l'opposé de ça. Et de dire on n'incarne pas un personnage en particulier, on peut changer de classe ou de personnage à tout moment, à chaque partie. Ouais. Ce qui est le côté assez Rogue Legacy, ça pour le coup. Ouais. C'est ça. Et d'avoir un jeu qui a une partie procédurale avec une génération aléatoire de donjons, des rencontres pas toujours les mêmes à chaque partie. Grande chance de perdre rapidement lors d'une nouvelle rencontre, d'un piège inconnu ou d'une nouvelle zone. Impossible de finir le jeu en une seule run. Chaque run permet d'aller plus loin. Le jeu change réellement à chaque partie, pas juste l'ordre des cartes. Les paquets de lieux, rencontres, monstres et loot peuvent évoluer. Certaines cartes d'équipements spéciaux ou légendaires qui s'ajoutent au paquet, certains monstres qui s'ajoutent au paquet, certaines rencontres sont ajoutées après avoir été libérées par telle ou telle action. Certaines zones fermées deviennent accessibles plus tard. Concept de mort, j'avais écrit permadeath, mais en réalité c'est pas tout à fait ça. Toute la progression à l'intérieur d'une partie, niveau, arbre de compétences, loot est perdu à la mort des personnages. Mais il y a une zone de progression, on conserve d'une partie sur l'autre des clés pour accéder aux autres zones, une monnaie qui permettrait de progresser sur une jauge ou de débloquer des trucs, les tiers d'équipement atteints. À l'époque, les équipements avaient des tiers et on pouvait être rendu au tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ah, okay. Les nouvelles classes ou nouveaux personnages trouvés, les missions découvertes, ça c'est quelque chose qui est resté, le fait d'avoir des missions à faire qui nous poussent à revenir en arrière. La progression sur une mission particulière, alors ça c'est pas gardé. Maintenant, j'ai des gens déguisés qui viennent m'apporter des bonbons. Donc la progression sur une mission particulière, à l'époque il y avait des missions qui n'étaient pas forcément faites pendant une run, mais qui pouvaient s'étaler sur plusieurs runs. Okay. Ça n'est plus là. La connaissance acquise du jeu, donc les monstres, les pièges, puisque en fait il y avait un concept au niveau des pièges de mémoire, c'est-à-dire que la première fois que tu tombais sur un piège, il fallait que tu choisisses une façon de le désamorcer, mais tu savais jamais c'était quoi. Mais si tu l'avais déjà fait au moins une fois, tu le savais, donc après ce piège-là était plus... mais tout ça a disparu. Et éventuellement des slots d'équipement additionnels. Et après, les deux éléments qui restent, qui étaient sur cette partie-là, c'était la rejouabilité et la mise en place. Donc rejouabilité, avant de battre le boss de fin, compter plusieurs dizaines de parties, entre 50 et 60. Là, on est plus à la moitié, mais on a vu qu'on était aussi à la moitié du temps de partie qui était envisagé à l'époque. Ouais, bien sûr. Et que le jeu n'est jamais fini. Une fois qu'on a tué le boss, on continue à débloquer un mode ultra dur et on continue à donner du contenu, mais au compte-gouttes, des armes légendaires par exemple. Donc ça se retrouve vraiment là-dedans. Le fait que même si ça finit, si vraiment c'est du contenu post-game, il y a plein de gens qui vont être satisfaits d'avoir battu le boss et ils vont s'arrêter là parce qu'ils ont déjà eu beaucoup de parties derrière eux. Et il y en a qui vont peut-être vouloir tout débloquer. À ce moment-là, il faut refaire de nombreuses parties pour débloquer les derniers éléments. Ouais, complètement. Une mécanique de base rapide et agréable. La combinaison entre les compétences et les équipements des personnages doivent donner l'impression qu'on joue à un jeu toujours renouvelé et un petit peu différent. On doit avoir toujours envie de rejouer pour découvrir ce qui a changé, mais aussi pour essayer une nouvelle combinaison de classes, équipements ou une synergie entre certaines classes. Et souligné et écrit, on doit toujours aller un peu plus loin ou découvrir quelque chose de nouveau à chaque partie. Donc ça, c'était vraiment un aspect important pour donner la rejouabilité. Et le dernier point de toute cette mise en place de ce qu'on veut, c'est la mise en place simple et rapide. Prenez votre personnage, posez le deck de donjon de la zone de départ, le deck d'équipement, le deck de monstres, de pièges, et c'est parti. Et ça, c'est quelque chose où on a été obligé de construire un petit peu plus et d'aller... sur le côté exploration, Et donc voilà, ça c'est vraiment la liste de le bloc du début proche au final, qui détaille qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le but, c'est quoi la commande, puisqu'on parlait de quand Kaedama intervient, effectivement c'est un travail de commande mais sur lequel ils ont fait un vrai travail d'auteur en ayant ces contraintes-là. Et tu vois, c'est pas des contraintes mécaniques, il n'y a pas marqué bien sûr, très précisément. T'avais une envie de jeu auquel tu voulais jouer, mais il y avait besoin du travail d'auteur, notamment pour créer les mécaniques, toute la partie gameplay qui collait à ça en fait. C'est ça. Comment est-ce qu'on atteint ça? Ça, c'est l'objectif. Comment est-ce qu'on l'atteint? Puis maintenant, à voir si on l'atteint ou pas. Je pense qu'on a réussi sur la plupart des points. Il y a quelques petits trucs qui ont disparu en cours de route, mais c'est toujours normal dans un gros développement. Vous fonctionnez souvent comme ça ou de manière générale, c'est plus traditionnel, un auteur qui arrive avec une idée
et ça vous Normalement, on plaît, marche c'est comme ça. parti. Ouais, voilà. Normalement, c'est vraiment l'auteur arrive, Ouais, ouais. comme on est un éditeur traditionnel, les auteurs nous proposent des jeux, on va les sélectionner, les essayer, revenir vers eux pour savoir s'ils sont intéressés pour le faire avec nous. C'est assez rare qu'on fasse ce genre de travail, ça peut arriver. Euh, Ça a été le cas pour Zombie Teens, puisque Zombie Kids ayant eu vraiment un beau succès, on avait Ouais. envie d'aller un petit peu plus loin, notamment dans les mécaniques évolutives, et puis avec un jeu qui serait juste une coche un petit peu plus pas compliqué, mais un peu plus exigeant au niveau de la stratégie. Et ça, c'était un travail de commande, mais c'était pas un travail de commande qui était aussi précis que ça, hein. C'était Ouais, plus, ouais. on s'assoit avec Annick et on dit, ok Annick, on s'est pas assis ensemble parce qu'on n'est pas dans le même, le même continent, mais ça le Zombie Kids a beaucoup de succès. Comment est-ce qu'on fait, Ouais, comment on comment est-ce qu'on fait? fait autre chose, et puis Ouais. on y va là-dedans. Donc il y a quelques cas de commandes, mais ça reste quand même dans l'ensemble très rare. Ouais. La majorité des jeux, c'est vraiment l'auteur arrive avec son idée et nous on regarde est-ce que ça nous plaît, comment on va le faire. Et des fois, on va vers l'auteur en lui disant ok, ben, on aime beaucoup cet aspect de cette idée, mais nous on voit ça, est-ce que ça te dit d'aller dans Ouais. cette direction, ou non, pas du tout, parce que tu préfères vraiment exactement la façon dont tu l'as fait. Donc ça peut arriver qu'on bâtisse par-dessus un concept d'un auteur, mais ça vient la plupart du temps vraiment basé sur le Ouais, ouais, concept carrément. original d'un auteur. Ok, bon bah super, bah, je crois que là on a l'interview ultime sur Dead Cells, la plus grosse interview que t'as jamais donnée, je pense. C'est assez, c'est assez complet, je te dirais. Ok, bah super, merci à toi. Je sais pas quelle heure il est au Québec là d'ailleurs, il y a moins Il 6 est, heures, c'est ça? alors il est 10h20, Ouais, on c'est est dans ça, un cas un petit mince. peu marrant où Ah oui, parce on qu'il n'est y a le pas encore changement passé. horaire, c'est Ouais, ça. on n'a pas encore passé à l'heure d'hiver, mais vous êtes déjà passé à l'heure d'hiver, donc il y a un petit décalage, mais normalement c'est en temps normal, c'est 6 heures. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup pour ton temps et pour les explications. Et bah, j'espère que ça va vous plaire de parler un peu des dessous du jeu. Je trouve ça important de parler de celui-là en particulier parce que je trouvais vraiment qu'il y avait bah, déjà le style de jeu le voulait, et puis il y a vraiment un taf assez particulier. Pour le coup, c'est un studio français, québécois, mais en tout cas, c'est un studio avec qui on peut parler en langue francophone, ce qui est Francophone. relativement rare sur ce genre de projet. Donc je trouve ça intéressant d'en parler. On n'a pas de Awaken Dreams en France encore. Donc voilà, bah, en tout cas, bravo à vous pour avoir fait ce taf assez colossal et espérons que ça paie du coup sur les versions retail, parce que moi j'ai quand même envie d'avoir des extensions de manière égoïste. Donc voilà, je pense qu'en plus il y a plein de choses à faire quoi, en s'inspirant du Ah, il y modèle du jeu a vidéo, je pense qu'il y a plein de choses à faire quoi. Et puis Dead Cells a énormément de contenu. Là, on a effleuré la surface. Ouais, Eux-mêmes ont complètement. mis tellement de choses qu'il y aurait effectivement de quoi sortir des tonnes et des tonnes d'extensions. Mais on va voir, on va se reposer un peu avant d'envisager Carrément. ça. Et merci pour ton enthousiasme et ton invitation. Pas de souci. Merci à vous. Abonnez-vous, tout ça. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao.